Bonjour et bienvenue sur le Pod, le podcast qui décortique les problématiques des médias sociaux avec une dose de stratégie proposée par l'agence Ouest Digital. Durant une vingtaine de minutes, nous échangeons ensemble sur les métiers liés à la communication digitale, savoir-faire, conseils, bonnes ou même mauvaises pratiques du métier, on se dit tout et on partage nos approches, nos trucs et astuces pour être le plus efficace au quotidien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je suis accompagnée de Brian et nous allons vous parler d'organisation. Comment gérer la communication sur ses réseaux sociaux et surtout, comment optimiser son temps pour être efficace. Un dernier mot avant de vous laisser avec l'épisode. Si ce podcast vous plaît, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour être sûr de ne rater aucun épisode. Allez, je vous laisse avec l'épisode, c'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce 15e épisode du Pod. Cela faisait longtemps que l'on n'avait pas abordé un sujet organisation. Alors aujourd'hui, nous allons parler de gestion du temps et d'organisation quand on gère les réseaux sociaux pour une marque. Donc, je suis avec Brian aujourd'hui. Bonjour Gwen, bonjour à toutes et tous. Donc pour ce sujet, nous sommes tous les deux. Alors, pourquoi est-ce qu'on a décidé d'aborder ce sujet ? Donc la majeure partie des personnes à qui l'on explique notre métier ont une image assez fausse de notre métier. Lorsqu'on en discute avec eux, qu'on leur décrit nos journées assez rapidement, les personnes nous posent souvent la même question, c'est « Comment faites-vous pour travailler efficacement et sans rien oublier ?» En effet, lorsqu'on travaille en agence social media, donc comme nous, on ne gère qu'une seule chose au quotidien, c'est les réseaux sociaux, mais on le fait pour plusieurs marques, donc nos clients. Et autant vous dire qu'on est souvent interrompu dans notre travail. Bref, comme d'habitude, on va vous expliquer tout ça en toute simplicité, avec nos conseils et surtout nos astuces. C'est parti ? C'est parti. Alors, tout d'abord, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu, Brian, pour une entreprise, donc soit qui souhaite se lancer sur les réseaux sociaux ou qui est déjà présente mais qui s'en occupe pas vraiment, par quoi commencer, tout d'abord ? Alors, tout d'abord, on commence déjà par définir sa stratégie réseaux sociaux. Ça, on en a parlé dans le tout premier épisode du pod, donc je vous invite à le réécouter. La stratégie réseaux sociaux, c'est la base de tout. C'est un peu ce document de référence qui va permettre de savoir, en fait, pourquoi on va sur les réseaux sociaux, pour faire quoi, en fait, pour atteindre quel objectif, à qui on s'adresse, qu'est-ce qu'on va suivre comme indicateur de performance pour savoir si ça fonctionne, et puis comment on s'organise, quels outils on utilise, etc., qu'est-ce qu'on publie, voilà. Donc c'est un peu la base, c'est vraiment ce document de stratégie qui, souvent, on va être très honnête, il y a très peu d'entreprises qui vont formaliser ça. La plupart des personnes pensent que c'est dans leur tête, donc ça suffit. Je pense qu'il faut vraiment prendre le temps d'écrire ça, d'avoir un document vraiment qui est partagé à l'ensemble de l'équipe réseaux sociaux et même à l'équipe communication marketing pour qu'on soit bien tous alignés sur les mêmes objectifs et la même façon de travailler. Ça, c'est vraiment le point clé. On en parle plus en profondeur dans le premier épisode, donc je ne vais pas trop revenir dessus. On remettra le lien dans les notes de podcast. Après, effectivement, une fois qu'on a la stratégie, il y a des éléments qui sont tout aussi importants. C'est donc de décliner cette stratégie d'un point de vue opérationnel et donc d'acquérir les outils dont on a besoin pour travailler correctement et efficacement, on va en reparler. Également aussi utiliser les maquettes qu'on a créées dans la stratégie. Les maquettes, d'ailleurs, on en parlait dans l'épisode 13 du pod, donc je vous invite aussi à les réécouter. Et donc ça va vraiment être sur la phase opérationnelle, la phase production et animation au quotidien. Voilà un petit peu ce qu'il faut savoir pour se lancer sur les réseaux sociaux, la strat, la feuille de route, quoi, et puis après l'opérationnel, le quotidien. Très bien. Alors, est-ce qu'on pourrait parler du temps un petit peu parce que ça, c'est un peu le nerf de la guerre, c'est combien de temps ça prend, est-ce que une entreprise a le temps nécessaire en interne ou les compétences pour s'en occuper ? Par défaut, moi je pense qu'on a le temps de s'occuper de ces réseaux sociaux, mais il faut prendre le temps. C'est comme tout ça. Voilà, non mais on a très souvent des échanges avec des clients qui veulent internaliser et donc qui veulent avoir la compétence chez eux et qui se rendent compte qu'en fait, faire un post, ça prend pas 5 minutes ou 15 minutes. Alors certains, oui, ils sont assez rapides, mais il faut avoir à l'esprit que
faire une publication sur les réseaux sociaux, faire une bonne publication sur les réseaux sociaux, ça se fait pas en 5 minutes. C'est pas possible. Et je pense que quand on nous dit non mais vous rigolez, ça prend 5-10 minutes à faire un post, je pense que c'est plus lié à une méconnaissance du métier plutôt qu'un jugement. En fait, on ne juge pas le fait qu'on travaille pas suffisamment rapidement, c'est juste que la plupart des personnes ne comprennent pas vraiment en fait comment se produit un contenu sur les réseaux sociaux. Et donc je pense que ce qui est important, c'est vraiment de comprendre comment ça se construit tout ça, et donc de comprendre un petit peu la face immergée de l'iceberg sur la question du temps que représente la production d'un post. Et je pense que pour ça, il y a un premier point, une première astuce qui est importante et qui est pas forcément connue en entreprise, enfin connue. Si, elle est connue, mais les gens ne sont pas toujours à l'aise avec ça, c'est de traquer son temps. C'est de mesurer le temps qu'on passe à réaliser une action. Alors c'est sûr que il y a des personnes qui vont trouver, quand on dit ça, que c'est une injonction au productivisme. Il y a des personnes qui vont nous dire ah non, mais si on commence à mesurer notre temps, ça veut dire qu'on va mettre le chrono et on va devoir essayer de s'assurer que pour produire un post, on passe à plus de 30 minutes. C'est pas ce que je veux dire, hein, je veux pas qu'on pense qu'on doit être chronométré et puis on doit tout faire rentrer dans un temps record. Oui, non, il faut prendre le truc dans l'autre sens. Hein. Voilà. Le fait de mesurer son temps, ça permet de prendre conscience du temps que représente une action. Il faut vraiment le voir plutôt comme ça. Et en prenant conscience du temps que prend une action, ça permet aussi de décomposer les différentes tâches, par exemple pour produire un post. On en a déjà souvent parlé, mais produire un post, ça nécessite beaucoup de choses. D'abord, il faut trouver l'idée. Comment on trouve l'idée ? On fait la veille, on s'inspire de ce qui se fait dans le secteur ou chez les concurrents. Ensuite, on va essayer de réfléchir à quelle date on va prendre la parole sur le sujet, qu'est-ce qui est le plus cohérent. Et donc pour ça, on va utiliser un planning édito. Là, pareil, je vous renvoie aussi sur un épisode qu'on a déjà fait sur le planning édito. Ensuite, son post, avant de le produire, on va réfléchir à l'objectif, à qui on veut parler, et l'angle et le format qui en découlent. On va réfléchir aussi, est-ce que ce contenu-là a la vocation à être sponsorisé ? Parce que ça va jouer sur le format. C'est vrai qu'en son temps, on parlait beaucoup sur Facebook de attention, si on veut valoriser un post en sponsor, il ne faut pas qu'il y ait plus de 20% de texte. Alors c'est plus vrai maintenant, mais ça avait un impact, ça, au moment de la conception du post. Rien que les actions que je viens de lister là, ça peut prendre déjà 15-20 minutes, quoi. Même une demi-heure si on n'a pas l'habitude. Et on n'a pas encore commencé à produire. Oui. Après, il faut faire valider le principe au client, il faut lui expliquer, il faut défendre un peu son point de vue. Puis après, une fois qu'on est d'accord, on va produire le contenu, on va collecter les infos, on va organiser la remontée d'infos, on va rédiger le contenu, faire son visuel, l'envoyer au client, relancer le client pour qu'il nous valide, traiter les demandes de correction, programmer, enfin bon, bref. On voit vite, quand on mesure son temps, on voit vite que finalement, c'est quand même très compliqué de faire les choses aussi rapidement. Et donc, ça, c'est un premier point que je veux vraiment avoir, que les gens aient à l'esprit. Pour optimiser son temps, il faut d'abord avoir conscience du temps que prennent chacune des actions qu'on réalise au quotidien. Et donc, vraiment essayer de décomposer une action en plusieurs tâches et d'avoir un peu conscience de ce que ça représente. Et puis, l'intérêt aussi, quand on connaît, quand on sait combien de temps dure une tâche, on est beaucoup plus crédible aussi en interne. Parce que souvent, on a en interne la fameuse question de « Tiens, il faudra qu'on fasse ça, ça prend combien de temps ? T'en as pour combien de temps ?» Si on répond « J'en ai pour 2 heures », souvent, les personnes qui ne connaissent pas notre métier vont dire « Quoi, mais 2 heures ? Mais attends, quand même, c'est beaucoup plus rapide que ça. » Et le fait d'être capable de concevoir toutes les actions qu'il y a à mener pour réaliser une action, eh bien, ça permettra aussi d'être plus crédible et puis d'expliquer pourquoi ça prend 2 heures. Donc voilà, je pense que c'est vraiment important d'avoir ça à l'esprit, c'est décomposer un petit peu ce qui fait partie d'une tâche et vraiment d'être capable de savoir combien ça prend de temps vraiment au quotidien. Alors, est-ce que tu aurais d'autres astuces, conseils dans le process ? Alors, je pense qu'il y a un point qui est clé, et c'est marrant parce que hier avec Marlène on était avec un client et elle l'a redit, et c'est vrai, pour nous c'est tellement évident que voilà, mais il y a un premier point clé, c'est de dissocier la réflexion de la production. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est je dissocie je réfléchis à ce que je vais dire,
À quel moment c'est le plus opportun, sous quel ton, pour quelle cible, etc. Donc je réfléchis à ce que j'ai envie de raconter. Et ensuite, une fois que on est OK avec le client, là, je vais aller sur la phase de production. Et vraiment de dissocier ce temps-là. Ouais. Et je trouve que ça, c'est un point qui est clé. Et ça permet du coup d'organiser son temps entre... je conçois mon planning édito. Ouais. Et une fois qu'on est bien au clair sur les 3-4 prochaines semaines, après, je vais me caler un temps pour produire le contenu. Ouais. Ça, je pense que c'est vraiment le premier conseil, la première astuce que je peux donner aux gens qui nous écoutent. La deuxième astuce qui découle un peu de la première, c'est de s'organiser avec des blocs de temps, enfin des blocs de travail. Et donc, si je reviens à l'exemple précédent, je vais avoir un bloc de temps qui sera dédié à la réflexion et un bloc de temps qui sera dédié à la production. On peut même aller plus loin d'ailleurs, avoir un bloc de temps aussi qui est dédié à la validation auprès du client et un bloc de temps qui est dédié à la programmation des contenus. Avoir des blocs de temps, c'est intéressant parce que ça permet de se mettre un peu dans une bulle et de se dire « Ok, là, je me prends une demi-heure ou une heure pour ne faire que ça, que de la production. » Non, mais c'est certain, si on fait 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, on n'est pas efficace. Exactement. Puis c'est forcément plus brouillon parce que en agence, déjà qu'on passe d'un client à un autre, alors si en plus on travaille pour plusieurs clients en même temps, je suis pas sûre du rendu qualitatif du travail derrière, quoi. Ouais, et puis il faut se dire que quand on se dit je passe une heure à faire de la production, notre cerveau, il est vraiment focus sur produire. Donc produire, c'est rédiger, faire un visuel, etc. Et donc, on est beaucoup plus efficace. Ouais. C'est marrant parce que, pour revenir là-dessus, j'ai terminé récemment un bouquin qui théorise un peu tout ça, qui s'appelle Deep Work, d'ailleurs que je vous encourage à lire, qui explique assez bien ce principe de se créer des blocs de temps et surtout d'éviter d'être interrompu. Quand je fais de la production, je me fixe un temps donné, 1 heure par exemple, et pendant 1 heure, je ne fais que ça. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire, je n'envoie pas mes mails, donc je coupe mes mails, je n'ai même pas d'ailleurs mes mails qui sont verts, je coupe toutes les notifications Slack, moi je vais même plus loin maintenant, je coupe même mon téléphone, je me mets en mode avion, et je mets mon casque pour être dans ma bulle, et j'entends rien. Et je suis focus 100% sur l'action que j'ai réalisée, ça évite les distractions, ça évite les interruptions, et donc ça permet d'être beaucoup plus productif. L'idée c'est pas d'en faire plus dans une journée, l'idée c'est de tout faire rentrer dans une journée. Donc on a 7 heures de boulot dans une journée, il faut qu'on soit capable de tout faire tenir. Si on commence à se disperser, à pas avoir de bloc de temps comme ça dédié à des actions bien spécifiques, on papillonne, on passe d'une tâche à l'autre, on n'est pas 100% concentré, et du coup, au lieu peut-être de produire 5-6 posts en 1 heure, on va en produire que 1 ou 2, et entre-temps, on a eu 2 coups de téléphone, son collègue qui nous a posé une question, et donc forcément, à la fin de la journée, qu'est-ce qui se passe ? On a l'impression d'avoir rien fait. Ouais. Et ça, c'est vraiment très critique. Donc ça, c'est vraiment la deuxième astuce, c'est avoir des blocs de temps et de se mettre dans une bulle. Chacun est différent. Moi, je connais des personnes qui n'ont pas besoin d'avoir un casque pour être isolées et être dans leur bulle. Moi, j'en ai besoin. Je dirais qu'il faut avoir ça à l'esprit, c'est on se met dans une bulle, on se met un bloc de temps dédié et on évite à tout prix les distractions. Voilà. Et puis, je dirais que donc, la troisième astuce sur la mesure du temps, qui est essentielle, ça on en a beaucoup parlé, et je dirais que la quatrième astuce, c'est pareil, c'est pas quelque chose qui est, enfin, quand j'en parle à nos clients, ils trouvent ça évident, mais en fait personne ne le fait, c'est comme mesurer son temps au final, c'est l'importance de documenter ce qu'on fait. Alors, on a déjà parlé souvent dans les épisodes, mais en fait documenter ce qu'on fait, surtout pour les tâches qui sont récurrentes mais non fréquentes. C'est quoi une tâche récurrente mais non fréquente ? C'est une tâche qui revient tous les mois, par exemple. Oui. C'est récurrent, c'est tous les mois, mais c'est pas fréquent. On a aussi des tâches qui sont, par exemple, tous les trimestres. Et ça, je pense que c'est important de pouvoir les documenter parce que ça permet, en fait, d'écrire pour le nous du futur comment on va mener une action. Et donc, quand on fait ça, eh bien, en fait, peut-être qu'on va passer un peu de temps au démarrage à documenter ce qu'on fait. Ça va prendre un peu de temps d'écrire. Moi, par exemple, j'ai une tâche qui m'explique tous les mois comment faire les reporting pour nos clients. Alors oui, au début, j'ai pris un peu de temps à écrire mon process. Mais maintenant, je suis hyper rapide et hyper efficace. Pourtant, je le fais qu'une fois par mois. Donc, c'est hyper important d'avoir ça. Et c'est ça aussi qui permet d'optimiser son temps pour gérer les réseaux sociaux de nos clients.
Voilà. Après, c'est pas très répandu la documentation parce que il y a beaucoup de personnes qui se disent ouais, mais le temps que je vais passer à écrire, c'est du temps que je ne passe pas à faire mon travail. Ouais, mais c'est vrai que nous, à l'agence, on est hyper partisans de bien faire dès le début pour gagner du temps par la suite. Et puis, au-delà de se rendre service à nous-mêmes, c'est que un jour, peut-être qu'on va être malade, mais il y a une tâche qui va devoir être faite pendant qu'on ne sera pas là, impérativement. Donc, c'est quelqu'un d'autre qui va devoir le faire à notre place. Et si on n'a pas documenté, cette autre personne va, elle, pour le coup, passer beaucoup plus de temps que si on l'avait fait nous-mêmes, quoi. Et c'est vrai que c'est le deuxième intérêt de la doc, c'est quand on travaille dans une équipe. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que les développeurs vont documenter toujours leur code. Et il y a une raison particulière, c'est pour le eux du futur, mais c'est aussi quand un autre dev va reprendre le code en question. Mais en fait, c'est la même chose pour les réseaux sociaux. Enfin, moi, je pense que c'est important de pouvoir documenter. Et donc, il faut pas se sentir coupable de passer une demi-heure à documenter une action dont on sait qu'on aura à la réaliser toutes les semaines ou tous les mois. Je pense que c'est un gain de temps dans la durée qui est conséquent. Il faut vraiment le voir, la doc, comme un investissement. Et ça, c'est vrai que c'est pas forcément très bien répandu, ça n'a pas toujours très bonne réputation en entreprise, mais moi je pense que la culture de l'écrit, ça permet à une entreprise d'être efficace et du coup d'optimiser son temps, qui est le sujet de notre épisode. Voilà, je pense qu'après, l'autre problème aussi par rapport à la doc, c'est que quand c'est écrit, ça veut dire que quand il y a une erreur, on va vite retrouver le coupable. Et je pense que c'est ça qui pose problème à beaucoup d'entreprises. Il y a beaucoup de personnes qui n'assument pas ce qu'elles écrivent et elles ont peur qu'on leur tombe dessus si quelque chose ne fonctionne pas. Moi, je pense qu'il faut un peu se libérer de tout ça. Oui. Quand on a donc documenté quelque chose et que c'est pas forcément bien documenté ou qu'il y avait une erreur au démarrage, faut l'assumer et puis on corrige. On le corrige et puis on repart on repart correctement. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est pas un problème. Et ça, je pense que ça dépend aussi beaucoup de la posture managériale aussi en entreprise. Est-ce qu'on fait une chasse aux sorcières des coupables ou est-ce qu'on est plutôt dans l'accompagnement des équipes? Voilà, donc ça, pour moi, c'est la quatrième astuce, c'est la doc qui est vraiment essentielle pour optimiser son temps sur les réseaux sociaux. Carrément. Et alors, j'ai une amie qui fait à peu près le même métier que nous, mais chez l'annonceur. Elle est chargée de com, donc elle a des missions très diverses et variées. Et elle m'a posé la question plusieurs fois, et du coup, je voulais avoir ton avis sur ça. C'était, mon manager ne voit pas trop l'intérêt de passer beaucoup de temps à s'occuper des réseaux sociaux pour notre marque. Et comment est-ce que je pourrais le convaincre pour qu'il l'autorise à se libérer du temps pour s'occuper de ça? En fait, déjà, il y a un point qui est clé là-dedans, c'est surtout d'éviter le concept de « je vais gérer mes réseaux sociaux quand je vais avoir un peu de temps ». Parce que ça, on a encore vu le cas hier avec un client, ça fait 2 ans qu'on les accompagne et ils nous disent on va le faire quand on aura un peu de temps dans notre planning. Mais le truc de ça, c'est que ça passe toujours à la trappe, quoi. Si c'est mis en bout de chaîne, ça ne sera jamais fait. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Et donc, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Il faut se caler des blocs de travail. C'est-à-dire qu'il faut, ton ami, ce que je peux lui recommander, c'est d'essayer de faire en sorte que dans la semaine, elle ait 1 heure ou 2 heures, ou même 2 blocs de 2 heures, un bloc le lundi, un bloc le jeudi, ou en fonction de son emploi du temps, qui est dédié à s'occuper des réseaux sociaux, s'occuper à répondre aux messages privés, s'occuper à répondre aux commentaires, et puis aussi s'occuper à réfléchir à son planning édito et à produire les contenus. Et je pense que ça, c'est vraiment qui est essentiel. Alors, c'est pas ça qui va convaincre son ou sa manager d'aller sur les réseaux sociaux. Ça, je pense qu'on pourrait revenir sur un épisode vraiment dédié sur quel est l'intérêt pour une marque. Mais en tout cas, déjà, si ça peut l'aider à intégrer ça dans son planning, c'est vraiment d'avoir des blocs de temps comme ça dédiés. Et vraiment, rien que ça va lui donner un peu de souplesse aussi dans l'animation de ses réseaux. Oui, puis aussi ce que tu disais tout à l'heure là, sur le fait de traquer son temps pour faire prendre conscience à son chef du temps qu'elle y passe. Ouais. Comme je disais, souvent, gérer les réseaux sociaux, ça peut avoir un peu
mauvaise presse en entreprise. Enfin, c'est un peu dur de dire ça parce que c'est quand même de moins en moins vrai, mais on a encore des personnes en entreprise qui pensent, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ça va, faire un post, ça prend 15 minutes. Faut être à l'aise avec ça. Vraiment, si votre manager réagit comme ça, c'est pas qu'il va mal vous juger, c'est juste qu'il comprend pas vraiment ce que vous faites. Et donc, c'est important aussi d'être pédagogue et d'expliquer vraiment ce que ça implique d'être sur les réseaux sociaux et toutes les actions que ça va nécessiter. Donc, le fait d'avoir des blocs de temps, mais en plus de mesurer son temps et d'être capable d'expliquer ce que ça représente de modérer des commentaires, et donc d'avoir une charte de modération, ce que c'est que de répondre à des messages privés, ce que c'est que de produire un post, et donc ce que ça implique derrière. Je pense que c'est un très bon moyen aussi d'éduquer finalement les personnes qui vont vous manager ou même vos clients sur pourquoi ça vous prend autant de temps. Alors autant de temps, c'est un bien grand mot, mais pourquoi ça vous prend ce temps-là à gérer les réseaux sociaux. Bon, du coup, on y reviendra, je pense, dans un prochain épisode. Sur l'intérêt pour une marque, oui, même si aujourd'hui... Ça me paraît être un bon sujet. Bon, même si aujourd'hui, on va quand même être honnête, je rencontre quand même de moins en moins de personnes qui ne comprennent pas l'intérêt d'être sur les réseaux sociaux. Mais bon, on y reviendra parce que je pense qu'il y a quand même encore des idées reçues. Il y en a encore, oui. Très bien. Alors, est-ce que tu aurais des erreurs à ne pas commettre à l'inverse ? L'erreur, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est de gérer ses réseaux sociaux quand on a le temps. La semaine dernière, on était chez une nouvelle cliente et moi, je lui ai beaucoup répété parce qu'elle veut internaliser, donc elle veut gérer elle-même ses réseaux sociaux, enfin pas forcément elle-même, mais son équipe. Et donc, elle a tout à fait raison, vu le profil de l'entreprise. Et je lui ai beaucoup répété, attention, pour que ça fonctionne, il vous faut une personne dédiée. Pas forcément qui va faire toute la production de contenu, mais une personne qui centralise les infos, qui coordonne, qui pilote le projet. Elle m'a dit oui, pas de problème. Et quand on est allé la voir, je lui ai dit alors du coup, ça sera qui la personne dédiée ? Elle m'a dit ça sera moi. Donc c'est la dirigeante de l'entreprise. Et je dis mais comment vous allez intégrer ça dans votre planning ? Elle m'a dit sur du temps invisible, quand je suis dans le train ou quand je suis entre deux réunions. Et ça, en fait, il faut vraiment se dire que ça, c'est une grosse erreur. Parce que faire ça quand on a le temps, ça veut dire ne jamais le faire. Parce qu'on n'aura jamais le temps. Ouais. Et donc, il faut se forcer, il faut se dédier des blocs dans son planning et se dire, là, j'ai 1 heure pour m'occuper de mes réseaux. Et donc, le lundi, par exemple, c'est réfléchir à ma semaine. Le mardi, c'est produire. Et le mercredi, c'est répondre aux commentaires, par exemple. Mais il faut s'astreindre à avoir un bloc de temps qui est dédié dans son planning. Je pense que pour moi, s'il y a une erreur, c'est celle-là. C'est de se dire qu'on le fera quand on aura le temps. Parce qu'en fait, au final, on le fait jamais. Je pense à une autre erreur aussi, mais là, du coup, c'est pas lié au temps, c'est plus lié à la compétence. C'est les marques qui se disent on va prendre une petite stagiaire pour s'occuper des réseaux sociaux parce qu'elle a 18-20 ans, elle baigne là-dedans et forcément, elle saura trop bien le faire. Ouais, bon, là, c'est vrai que ça dépasse le cadre du temps, mais... pour moi, c'est aussi une erreur. Enfin, c'est pas forcément une erreur si la personne est encadrée, mais le problème souvent qui vient en entreprise, c'est que les personnes sont un peu laissées seules dans leur coin, parce qu'on pense que comme ce sont des millennials, c'est qu'elles ont l'habitude, ces personnes-là, d'utiliser les réseaux sociaux, du coup, ça va pas être bien compliqué. Effectivement, d'un point de vue technique, je pense qu'une personne qui a 18-20 ans, elle va s'en sortir d'aller sur les réseaux. Le problème, c'est que les marques négligent dans ces cas-là l'importance que ça représente d'être sur les réseaux, et donc on va confier la prise de parole sur les réseaux à une personne qui maîtrise peut-être pas les codes de la marque, le ton, l'ADN, etc. Il faut avoir à l'esprit que quand une personne va gérer le community management d'une marque, la présence sur les réseaux sociaux, elle va en être le porte-parole de la marque. C'est comme si demain, on envoyait à la télé un porte-parole pour répondre aux questions des médias et qu'on envoyait une stagiaire. Est-ce que vraiment c'est une bonne idée d'aller faire porter la parole de l'entreprise à une personne qui découvre le métier ? Peut-être que d'un point de vue technique, avec ce qu'elle aura appris à l'école, elle arrivera à s'en sortir. Mais par contre, maîtriser le fond du sujet, maîtriser le discours de la marque, maîtriser le positionnement éditorial, les choses à dire et à ne pas dire, les sujets touchy, etc. Ça, en fait, mine de rien, on ne peut pas forcément le donner à une personne qui a très peu d'expérience. Ça peut fonctionner, mais dans ces cas-là, il faut qu'il y ait un encadrement très fort et un encadrement par une personne qui comprend comment fonctionnent les réseaux sociaux. Oui. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est clé. Donc, l'erreur aussi, tu as raison, c'est quand même assez lié au temps. Souvent, les entreprises se disent
j'ai pas le temps de le gérer mes réseaux sociaux, je vais prendre quelqu'un en stage pour le faire. Pourquoi pas? Mais attention, cette personne-là doit être encadrée par une personne qui comprend très bien comment fonctionnent les réseaux sociaux et qui comprend surtout l'incidence. Et alors, pour une entreprise qui se rend compte après tout ce qu'on vient de dire que ça a un enjeu fort et qu'ils n'ont pas le temps de le gérer en interne, il y a encore une possibilité qui s'offre à eux? Oui, alors c'est ce que nous on fait, ce qu'on appelle l'externalisation, ou qu'on peut aussi appeler la sous-traitance, c'est je vais confier un service de mon entreprise à un prestataire. Et donc ça aussi, c'est une autre possibilité. Plutôt que d'internaliser, on va externaliser, on va sous-traiter. Bon, alors, ça a d'autres avantages, ça a aussi des inconvénients, mais ça a aussi des avantages. Je dirais qu'il y a 2 avantages clés. D'abord, c'est la maîtrise des coûts. Ouais. Quand tu sous-traites, mais en fait, tu sais combien ça te coûte tous les mois, et c'est toujours la même chose à partir du moment où le périmètre il est constant. Donc, pour une entreprise, c'est quand même confortable. Quand on recrute, la maîtrise des coûts, c'est plus difficile. Il y a le salaire, mais il y a l'encadrement, il y a l'achat des outils, il y a l'achat du matériel, il y a la formation continue, il y a la gestion des congés. Enfin bon, bref, ça peut être vite compliqué. Donc, je dirais que la maîtrise des coûts, c'est quand même un point qui est clé dans le fait de sous-traiter. Et puis, je dirais aussi que le deuxième point clé, c'est la flexibilité. Quand on recrute, si demain on veut arrêter d'être présent sur les réseaux sociaux, ça veut dire qu'il faut se séparer d'une personne. Et ça, c'est pas forcément facile. Ouais. À l'inverse, quand on travaille avec une agence, une fois si on veut arrêter d'aller sur les réseaux sociaux, une fois que le contrat est arrivé à échéance, on peut arrêter. L'inverse est aussi vrai. Si par exemple on veut rajouter des missions, c'est facile de rajouter des missions à une agence, parce que généralement il y a une équipe derrière, donc on ne va pas se brider. Alors que quand on a recruté une personne, si on veut lui rajouter des missions, si la personne n'a plus de temps dédié, ou alors qu'elle n'a pas les compétences, ça va être plus compliqué. Donc la flexibilité, ça peut être aussi un argument. Et puis après, il y a aussi le savoir-faire à la fois technique et puis même l'expérience partagée. Quand on fait appel à une agence, on va travailler avec une équipe complémentaire avec plusieurs personnes qui ont des profils très différents. On voit bien à l'agence, on a des personnes qui sont plutôt très à l'aise sur la publicité sur les réseaux sociaux, d'autres qui sont très à l'aise sur la gestion des plannings édito, d'autres qui sont très à l'aise sur les reporting. Et donc, quand on travaille avec une agence, on n'a pas une personne, mais souvent on en a 2, 3 et qui sont complémentaires. Et ça, je dirais que c'est un autre intérêt. Voilà, bon, je ne vais pas non plus dérouler trop sur la sous-traitance, parce qu'après, je ne veux pas non plus qu'on fasse l'apologie des agences et la sous-traitance, même si c'est ce qu'on fait principalement. Non. Mais c'était juste pour dire que c'était une option. C'est aussi une option qui a ses atouts. Maintenant, ça a quand même ses contraintes. Je pense que c'est important aussi que les gens en aient conscience. Parfois, bosser avec une agence, il y a peut-être moins de réactivité. Alors, la réactivité, c'est du jour pour le jour. Nous, un client qui nous demande de faire quelque chose le matin pour le soir, c'est très compliqué. Quand on est en entreprise, c'est un peu plus facile, même si c'est discutable. Je pense que c'est très discutable de faire ça en entreprise, mais c'est plus facile en entreprise. Avec une agence, c'est plus compliqué. Ouais. Donc je dirais qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les 2 cas. En tout cas, effectivement, généralement, ce qui va faire en sorte qu'une marque se pose la question, c'est la question du temps. Je veux y aller, mais j'ai pas forcément le temps, ou j'ai conscience du temps que ça représente. Et je dirais que d'ailleurs, même, c'est très facile de recruter quelqu'un ou de sous-traiter quand on a conscience du temps que ça représente. Ouais. Et je pense que d'ailleurs, nous on le voit, les meilleurs prospects qu'on a, ce sont les marques qui viennent nous voir en nous disant, on est déjà sur les réseaux sociaux, on anime déjà nos réseaux sociaux, et on sait combien de temps ça leur représente. Ouais. Une marque qui vient nous voir et qui nous dit, je veux aller sur les réseaux sociaux, mais qui n'y est pas présente, pour moi, c'est pas un bon prospect. Parce qu'en fait, quand on va commencer à lui expliquer comment on travaille, le temps que ça représente, et donc le budget que ça représente, elle va pas être mature. Elle va nous dire « Ah ouais, non, j'avais pas imaginé ça. » Donc, je dirais que d'essayer de le faire soi-même d'abord, même si vous êtes dirigeante ou dirigeant, essayez de le faire soi-même, de se dire « Je vais me faire des blocs de temps, je vais mesurer le temps que ça représente, etc. » C'est une très bonne façon, derrière, après, de se dire « Est-ce que je dois internaliser ou externaliser ?» Et du coup, est-ce que je dois prendre, si j'internalise quelqu'un à mi-temps, à temps plein, quelqu'un en stage, est-ce que je vais pouvoir l'encadrer, ou est-ce que je prends directement une agence parce que ça nécessite beaucoup de compétences. Et donc, on parlait tout à l'heure des astuces, mais je pense que c'est une bonne manière de faire aussi, avant de vouloir accélérer sur cette partie-là, c'est d'essayer de le faire soi-même et de mesurer le temps que ça représente. Ça, je pense que c'est un très bon moyen d'être mature, en fait, pour après recruter ou sous-traiter. Carrément. Bon alors, est-ce que tu aurais une anecdote professionnelle à nous raconter
en lien avec le sujet du jour, donc qui t'a fait vraiment prendre conscience de l'importance du sujet? Alors, il y en a, comme d'habitude, j'en ai pas une mais deux. Hein, voilà, j'aime bien. Alors, la première, je dirais que c'est sur la question de l'optimisation du temps. L'anecdote, là où j'ai vraiment pris conscience des choses, c'est quand on est passé de 1 à 2. Quand j'étais tout seul, optimiser mon temps, c'était pas forcément très grave parce que je vendais mon temps à mes clients, mais si au lieu de travailler 7 heures par jour, je travaillais 10 heures par jour, c'était pas bien grave, c'était mon problème. Quand on passe à 2, ça devient un problème. On peut plus, du coup, dire à une personne, c'est pas grave si tu passes 10 heures alors qu'on a vu 7 heures. Là, ça commence à devenir problématique. Et donc, quand j'ai commencé à avoir des personnes avec qui on travaillait, donc quand je commençais à recruter, à avoir des collaboratrices, quand Marlène est arrivée, Marlène c'était notre première, maintenant Gwen était notre deuxième, voilà, mais ça m'a vraiment fait prendre conscience de l'importance de l'avoir à l'esprit, ça, de comment optimiser son temps. Et c'est d'ailleurs, je ne sais pas si tu te souviens, au moment où tu es arrivé, où on a commencé à se dire, maintenant il faut qu'on mesure notre temps. Ouais. Non pas pour savoir combien de temps vous travaillez par semaine, c'est pas ça moi qui m'intéresse, c'est combien de temps vous passez pour chaque action, et donc est-ce que c'est vendu correctement, est-ce que on peut pas améliorer les choses aussi pour peut-être y passer le moins de temps, est-ce qu'on peut pas fluidifier nos process, etc. Donc, puis est-ce qu'on a encore du temps pour s'occuper d'autres clients? Exactement. Est-ce que demain, si on a un prospect, est-ce qu'on est en capacité de prendre ce prospect-là? Donc la première anecdote, c'est le passage de 1 à 2. Ça, c'est clair qu'en 2018, j'ai vraiment pris conscience de l'importance de réfléchir à optimiser son temps. Et la deuxième anecdote, c'était bien avant d'ailleurs que je me mette à mon compte. Et là, ça rejoint la question de la documentation, parce que j'avais déjà un peu senti cet enjeu de l'optimiser son temps, surtout des tâches qui reviennent souvent, mais qui ne sont pas fréquentes. Dans un de mes précédents postes, j'espère qu'on ne m'en voudra pas, mais moi, ça m'avait vraiment marqué, et c'était d'ailleurs un des points de fracture avec mon employeur, c'est que moi, tout de suite, j'ai voulu commencer à documenter des actions que je faisais régulièrement, mais pas souvent, parce qu'à chaque fois que je les faisais, je me souvenais plus comment il fallait faire. Enfin, voilà, je le faisais tous les trimestres, et à chaque fois, je me disais, mince, comment je faisais ça déjà? Ouais, tu mettais du temps à te remettre dans le truc. Voilà, et donc je me disais, là, je passe 2 heures à faire quelque chose, alors qu'en fait, si j'avais l'habitude, j'y passerais peut-être qu'1 heure et demie ou 1 heure. Et donc, j'ai commencé à écrire, à documenter mes process, moi perso. Et quand je lui ai présenté ça à ma manager, elle a trouvé ça super parce qu'elle avait tout de suite compris l'intérêt. Mais par contre, mes dirigeantes, elles n'ont pas du tout compris. Et elles ont eu une phrase qui m'a marqué. Et c'est là où je pense que ça a eu un déclencheur. C'est « Mais j'espère que tu n'as pas passé trop de temps à faire ça. » Alors que pour moi, c'était un investissement temps. Pour moi, j'avais passé 1 heure à rédiger un process pour peut-être gagner 15 minutes tous les mois derrière. Et donc, c'était un investissement dans la durée. Et même si j'ai essayé de l'expliquer, ça a été très mal compris, du coup j'ai arrêté de le faire, du coup à chaque fois que je refaisais une tâche récurrente mais non fréquente, j'ai perdu un temps fou, ça m'énervait en plus, ça m'agaçait, j'étais pas du tout satisfait de mon travail, et donc ça m'a vraiment fait prendre conscience de, c'est important quand on cherche à optimiser son temps, d'avoir une vision de long terme. Ça c'est vraiment quelque chose qui est clé, et vraiment ça a été un point de bascule où je me suis rendu compte que finalement, optimiser son temps, c'est pas donné à tout le monde. Et donc voilà, je dirais que c'est la deuxième anecdote que j'ai eue qui a été un élément déclencheur. À l'époque, j'avais pas conscience, autant que maintenant, de l'intérêt du truc, mais en tout cas, ça a été déclencheur. Tout à fait, exact. Et ben, je crois que c'est le moment de la conclusion. Alors, est-ce que tu pourrais conclure le sujet en 3 mots à retenir ou 3 phrases à retenir impérativement? Bon, alors déjà, on en a parlé, mais pour moi, si on veut optimiser son temps, il faut avoir des blocs de temps dédiés et donc de ne pas gérer ses réseaux sociaux quand on a le temps. Ça, c'est le premier point clé. Le deuxième point clé, on en a beaucoup parlé aussi, et pour moi, c'est important de l'avoir, c'est si vous voulez optimiser votre temps, vous devez être capable de comprendre ce qui compose une tâche, et donc pour ça, vous devez aussi mesurer votre temps. Et le troisième point clé, c'est d'être capable aussi de documenter ses actions pour faire en sorte d'optimiser son temps dans la durée. Voyez la documentation comme un investissement. Et ça, je pense que avec ces 3 points clés-là, on a déjà une bonne base pour optimiser son temps sur les réseaux sociaux. Et j'aurais envie de dire quelque chose pour conclure, c'est que ce qu'on vient de dire là, c'est propre aux réseaux sociaux, mais c'est propre à n'importe quel métier au final.
pour moi, c'est des bonnes pratiques. Et je dirais que c'est même pas forcément lié à ce qu'on fait. Et je suis sûr que si demain, il y a des personnes qui travaillent dans les réseaux sociaux, qui nous écoutent et qui vivent avec des personnes qui sont développeurs ou développeuses, vous allez vous rendre compte que les devs font la même chose, que les chefs de projet font la même chose, que les personnes qui font des relations presse font la même chose. Et donc, en fait, peu importe le métier qu'on fait, les bonnes pratiques qu'on vient de donner aujourd'hui, c'est des bonnes pratiques qu'on a dans n'importe quel métier. Et pas que dans le digital, d'ailleurs. Et pas que dans le digital et dans le numérique, tout à fait. Donc, voilà, je pense que ça, c'est bien de conclure là-dessus. C'est pas propre à notre métier. Ouais. Merci pour cette belle conclusion. Et je l'avais pas préparé. Donc, c'était du freestyle. C'est ça. Super. Eh ben, écoute, merci à toi. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Avec plaisir. Et puis, bonne journée. Bonne journée, Gwen. Bonne journée à toutes et tous. À bientôt. À bientôt. Quelques mots avant de se quitter. Tout d'abord, vous pouvez retrouver cet épisode sur le blog de l'agence www.keepitsimple.fr, rubrique podcast, ou sur nos réseaux sociaux. Ensuite, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur le pod en nous écrivant à l'adresse podcast@west.digital. Nous serions ravis de savoir ce que vous aimez, ce que nous pourrions améliorer, les thématiques qui vous intéressent ou les invités que vous voudriez entendre. Merci beaucoup pour cet échange. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du pod.